C'est à titre de responsable des programmes d'études du domaine de l'univers social à la direction de la formation générale des jeunes du ministère de l'Éducation que je vous livrerai aujourd'hui ce contenu de formation dont le détail a été inspiré des réflexions conduites avec plusieurs intervenants de la sphère éducative en univers social au cours de cette année qui aura au moins eu pour intérêt de ramener plusieurs d'entre nous vers le texte des programmes d'études. Les objectifs de la présente formation sont les suivants. Proposer des clés de lecture pour favoriser la compréhension des programmes d'études du domaine de l'univers social et leurs compléments, ou en soutenir la relecture. Mais encore et surtout, mettre en lumière les indices de priorisation et les éléments communs que comportent les prescriptions pour soutenir la planification de l'enseignement de l'univers social et la concertation des équipes écoles au profit de la réussite des élèves. Et, c'est la posture qui a été adoptée dans la préparation de cette formation, la réussite passe notamment par une bonne gestion des ruptures dans les apprentissages, par des passages harmonieux d'une année à l'autre et d'un programme d'études à l'autre, et par la contribution de chacune de ces années, de ces programmes, à l'atteinte du profil de sortie des élèves attendu à la fin du primaire et à la fin du secondaire. La formation est organisée en chapitres afin de permettre la segmentation d'une première ou d'une seconde écoute. Le fil conducteur du propos apparaîtra toutefois avec plus d'évidence avec une écoute en continu. Du moins, une écoute qui respecterait l'enchaînement des chapitres qui ne sont pas, pour ainsi dire, autonomes. Voici le détail de la formation. Chapitre 1. Les éléments de la problématique à l'origine du sujet de la formation. Chapitre 2. Le profil de sortie des élèves en univers social. Chapitre 3. Les attentes sociales et institutionnelles qui sous-tendent les programmes d'études du domaine de l'univers social. Chapitre 4. Les visées. Chapitre 5. L'étude de l'univers social à l'école québécoise, les éléments communs des programmes d'études du domaine. Les éléments communs présentés seront le développement de modes de pensée, le développement de modes de raisonnement, l'analyse critique de sources et la littératie multimodale, la construction de concepts, l'objectivation de la fonction culturelle de l'étude des sciences humaines à l'école et l'éducation à la citoyenneté. Au chapitre 6, il sera question des compétences, des savoir-faire et des connaissances. Et le chapitre 7 nous permettra de faire un retour sur la problématique. Le programme d'études du domaine de l'univers social au primaire, qui s'intitule Géographie, Histoire et Éducation à la citoyenneté, est apparu en 2001. Les programmes de géographie et d'histoire et éducation à la citoyenneté du premier cycle du secondaire ont été diffusés pour la première fois en 2004. En 2008, les versions finales du programme d'études d'histoire de 3e et de 4e secondaire et du programme d'études monde contemporain étaient rendues disponibles. Éducation financière, approuvée d'abord à titre de programme optionnel, a suivi en 2016, un an avant l'approbation d'Histoire du Québec et du Canada, en 2017 donc. En considérant les années nécessaires pour mettre en œuvre les démarches de consultation, d'écriture, de validation des programmes et de leurs compléments, ce ne sont pas moins de 2 décennies qui séparent le premier programme d'études du domaine de l'univers social et le dernier en date. Nous admettrons volontiers que la séquence suivie pour la préparation des programmes d'études, tout autant que sa durée, reflète d'importants défis au regard de la cohérence interne, donc la cohérence entre les programmes du domaine. À ces défis s'est ajoutée la gestion de problématiques particulières qui a conduit à l'ajout de compléments au programme d'études, c'est-à-dire les progressions, la précision des apprentissages, et à des changements au cursus, évidemment, en histoire au deuxième cycle du secondaire par le remplacement du programme de 3e et de 4e, de programme d'histoire, puis en 5e secondaire avec l'ajout d'éducation financière dans les matières obligatoires. Rappelons qu'un programme d'études s'inscrit dans le temps et dans des courants de pensée, qu'il n'est jamais totalement neutre. Aussi est-il besoin de souligner les expériences de mise en œuvre des programmes, l'évolution des contextes sociaux et institutionnels qui ont une incidence sur les attentes logées envers l'école, et encore l'état des connaissances issues des didactiques des disciplines de référence et des didactiques disciplinaires contribuent tous à l'évolution du consensus qui préside la préparation des programmes. Ceux-ci, les programmes, sont donc parfois, conséquemment, porteurs de nouvelles réponses, de nouveaux modes de présentation, de nouveaux mots même. De cet état de fait peut découler l'apparence de décalage, voire de divergence entre les programmes d'études successifs.
Mais une fois la surface balayée, ce sont bien davantage un ensemble de convergences, d'éléments communs, fédérateurs pourrait-on dire, qui, pris en compte dans l'enseignement et dans l'apprentissage des disciplines de l'univers social, sont susceptibles de favoriser la poursuite des apprentissages des élèves d'une année à l'autre et, corollairement, de permettre l'anticipation des ruptures et l'établissement d'une réelle progression des apprentissages. Les volontés de ce que d'aucuns nomment la verticalité ne sont pas neuves. L'exercice tombe toutefois souvent à court, entre autres en raison de la mobilisation soutenue qu'il suggère, ainsi que des enjeux de communication et de coopération qu'il soulève. Il pourrait par ailleurs être soutenu que tous les objets d'étude autour desquels s'organisent ces réflexions ne sont pas porteurs des liens qu'il est souhaité créer. En univers social, les connaissances, pour ne pas les nommer, font effectivement rarement l'objet d'un nouvel apprentissage dans les années subséquentes. Pour ces raisons et d'autres, l'objectif de la présente formation n'est pas de proposer une planification verticale de l'enseignement et de l'apprentissage en univers social. Il est souhaité, au cours des prochains instants, mettre en lumière les principaux éléments communs des programmes d'études du domaine, dans le but d'outiller les acteurs qui sont au cœur de leur mise en œuvre, vous les enseignants, dans l'analyse de la contribution de chacun des programmes et de chacune des années au regard du projet d'ensemble. Et qui sait, ces outils pourront-ils peut-être inspirer les travaux de planification verticale qui sont conduits localement. La réflexion qui vous est proposée ici présente des clés de lecture des prescriptions visant à faciliter l'établissement des acquis et des besoins des élèves et à déterminer sur quels apprentissages miser en priorité pour favoriser la réussite en classe d'univers social et ainsi contribuer à l'atteinte du profil de sortie que définissent les programmes d'études. Les passages par le profil de sortie, les attentes sociales et institutionnelles qui sous-tendent les prescriptions en univers social, ainsi que par les visées, contribueront à la description de 6 éléments communs qui unissent les programmes du domaine. Puis seront rappelés les 3 objets d'enseignement et d'évaluation, eux aussi communs, autour desquels sont mis en relation les éléments communs qui sont nommés plus haut, écrits plus haut, au programme d'études donc du domaine. Ces objets sont les compétences, les savoir-faire, et les connaissances. La préparation des programmes d'études procède lorsqu'elle est conduite dans des conditions, les meilleures conditions, à la manière de toute autre planification, c'est-à-dire à rebours. De la rencontre des volontés sociales et institutionnelles et des volontés politiques évidemment, émanent effectivement des finalités à partir desquelles sont établies la teneur et la portée des apprentissages attendus pour un domaine, un programme d'études ou une année scolaire en particulier. Le concept de profil de sortie est fréquemment évoqué dans les différentes publications qui ont conduit à la préparation des programmes actuels. Un profil de sortie, tel qu'entendu dans le rapport du groupe de travail sur la réforme du curriculum, plus connu sous le nom du rapport HOSP, correspond au type de compétences qu'il est souhaité obtenir dans chacune des matières. L'expression profil de compétence est d'ailleurs parfois utilisée pour désigner cette même réalité. Au nombre des recommandations formulées dans ce rapport se trouve donc celle d'expliciter des profils de sortie à des étapes importantes des études primaires et secondaires. Ces profils devraient être l'expression synthétique de l'ensemble des compétences, donc des connaissances, capacités, attitudes, à viser explicitement. Sommairement, il serait possible de dire qu'établir un profil de sortie consiste à répondre à 2 questions essentielles. Que devraient savoir les jeunes du Québec à la fin du primaire et du secondaire? Et quel savoir-faire et savoir-agir devraient-ils avoir développé? Ces questions générales sont évidemment particularisées dans le cadre de la préparation des programmes disciplinaires. Une fois le programme approuvé, l'atteinte du profil de sortie est placée sous la responsabilité première de l'enseignant, qui, en entrant en relation avec les élèves, participe à la transformation des savoirs dans le cadre du déploiement des mécanismes qui gouvernent la transposition didactique interne des programmes d'études, c'est-à-dire leur mise en œuvre dans des situations concrètes d'enseignement et d'apprentissage. À partir d'une analyse des acquis et des besoins des élèves, l'enseignant sélectionne le contenu de formation qui fera l'objet d'un enseignement systématique, il en hiérarchise ses composantes et il en pense la différenciation, alors même qu'il exerce son droit de prendre les modalités d'intervention qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié.
Le concept de profil de sortie n'est pas utilisé explicitement dans les programmes d'études. Il pourrait être associé dans une certaine mesure aux attentes de fin de cycle, qui ne sont toutefois pas présentes dans l'ensemble des programmes et dont la lecture comporte les mêmes enjeux de mise en relation déjà soulevés. La démarche qu'il convient de conduire pour établir plus exactement le profil des élèves en univers social peut s'avérer fastidieuse. Elle n'est pas moins féconde et révélatrice pour autant, et les résultats auxquels elle conduit le confirment et lui confèrent donc un caractère essentiel. Cette démarche s'amorce avec un retour aux attentes formulées avant la préparation des programmes d'études, puis son déroulement suggère de s'intéresser à la manière dont ces attentes ont été transposées dans le texte des prescriptions et dans une certaine mesure à la manière dont elles teintent la planification de l'enseignement. Il est possible de réaliser rétrospectivement une analyse comparative des attentes en consultant les publications qui en font état. Vous êtes invité à mettre l'écoute de cette formation en pause et à consulter les extraits de ces publications qui ont été regroupés dans les documents 1, 2 et 3 du document téléchargeable intitulé « Extraits choisis ». Leur lecture vous permettra d'explorer les attentes sociales et institutionnelles qui sont à l'origine des programmes du domaine de l'univers social. Les documents desquels proviennent les extraits qui vous ont été relayés présentent l'essentiel des attentes sociales et institutionnelles qui sous-tendent les programmes d'études du domaine de l'univers social. S'attarder à la manière dont ces attentes ont été transposées permet de découvrir un ensemble de caractéristiques parfois singulières, mais pour la plupart communes à l'ensemble des programmes. Les éléments annoncés ci-après mettront la table à l'exercice de synthèse qui suivra et qui visera à mettre en lumière les indices de priorisation pour l'enseignement et l'apprentissage en univers social. Voici donc 10 attentes prépondérantes et leur transposition dans les programmes d'études du domaine de l'univers social, d'où ressortent évidemment certains lieux communs. Il est attendu que les élèves apprennent à évoluer dans un monde complexe et en constant changement. Et s'en est suivi dans les programmes d'études la valorisation du développement de modes de pensée et de raisonnement, la filiation directe entre l'éducation à la citoyenneté et les disciplines du domaine de l'univers social, et la valorisation, de l'approche par compétences. Il est attendu que les réalités étudiées permettent l'appréhension du caractère social de l'homme dans différents domaines, culturel, économique, politique, social, territorial. Cette attente s'incarne dans le regroupement des matières scolaires qui découlent des sciences humaines dans un domaine nommé univers social. Aussi dans le choix des objets d'étude qui sous-tendent tous, sans exception, une action humaine. Et ces objets d'étude sont des sociétés, des territoires, des réalités sociales, des périodes historiques, des problèmes et des enjeux. Et cette attente s'incarne également dans l'étude de contenu de formation selon cinq aspects de société, culturelle, économique, politique, sociale et territoriale. Il est attendu que les élèves étudient les différentes perspectives, s'ouvrent à la culture des autres et confrontent diverses lectures de notre passé. Cette attente est traduite par le développement de modes de pensée et de raisonnement et le développement et l'exercice des compétences disciplinaires. Il est attendu que les élèves se donnent une bonne compréhension du présent à l'aide de l'étude du passé. Les programmes d'études d'histoire particulièrement insistent sur les liens présent-passé dans la mise en œuvre des compétences disciplinaires, sur l'étude des changements et des continuités, et sur l'étude des traces du passé dans les sociétés et sur les territoires par l'analyse critique des sources. Il est attendu que les élèves acquièrent des connaissances sur l'histoire nationale, sur l'histoire mondiale, sur les institutions, sur le fonctionnement de la société. Le cursus en univers social précise que l'histoire nationale est étudiée au primaire et en 3e et 4e secondaire, et que les histoires occidentales et mondiales sont l'affaire du premier cycle du secondaire, de l'étude du monde contemporain et dans une certaine mesure de l'apprentissage de l'univers social au primaire. Il est aussi dit que l'étude des institutions et du fonctionnement des sociétés est l'apanage de l'ensemble des programmes d'études, y compris, évidemment, éducation financière. Il est attendu que les élèves étudient d'autres sociétés, dont des sociétés non occidentales. Les élèves étudient d'autres sociétés au primaire, des territoires en géographie, des ailleurs en histoire et éducation à la citoyenneté, des contextes socio-historiques en histoire du Québec et du Canada, des problèmes et des enjeux mondiaux
en monde contemporain. Il est attendu que les élèves comprennent les parcours singuliers des Premières Nations et de la nation inuite. À cet égard, les nations autochtones et leurs territoires sont étudiés dans les programmes d'histoire et de géographie du primaire et du secondaire, et il convient de rappeler que les désignations qui sont utilisées dans les programmes d'études sont parfois particulières, mais parfois également inclusives. Il est attendu que les élèves explorent les parcours singuliers de l'ensemble des communautés culturelles qui composent la société québécoise. À ce sujet, il est entendu que les programmes d'études privilégient l'étude de l'ensemble des groupes qui composent la société québécoise, et il convient de rappeler que les références à la société québécoise sont inclusives. Il est attendu que les élèves s'intéressent aux multiples formes que prend la vie humaine en société. Art, culture, religion, mode de vie, travail, identité nationale, institutions. Il est question dans les programmes de la fonction culturelle assumée par l'étude des disciplines de l'univers social et par laquelle les élèves sont appelés à intégrer un ensemble de connaissances collectives qui la nourrissent. Et les programmes prescrivent la découverte d'un ensemble de repères culturels. Il est attendu, finalement, que les élèves intègrent un ensemble de repères chronologiques et de repères spatio-temporels. Il est prescrit l'apprentissage des techniques, les représentations du temps et de l'espace particulièrement. Le tableau 1 présenté dans le chapitre précédent donne plusieurs indices sur la manière dont les attentes sociales et institutionnelles sont prises en compte dans les programmes. Mais ces attentes sont aussi présentées explicitement, de manière synthétique, dans des énoncés qui en reprennent globalement le sens. Bien que ces énoncés ne soient pas désignés comme tels dans le texte des programmes, sinon rarement, ils réfèrent à ce qui est communément appelé, quand il est question des prescriptions en univers social, les visées. Une visée énonce une intention, un but pour la mise en œuvre d'un programme d'études. En plus d'être établie en fonction des attentes sociales et institutionnelles, elle est formulée en cohérence avec les visées du programme de formation de l'École québécoise. Les visées des programmes d'études du domaine de l'univers social sont sous-jacentes à l'ensemble des choix qui ont été faits au cours de leur élaboration. Ce ne sont certes pas des objets du quotidien, mais elles n'inspirent pas moins la mise en œuvre des programmes. Les visées s'actualisent dans le programme, dans le contenu de formation, mais elles le transcendent. Il est postulé qu'un enseignement de la géographie, de l'histoire, de l'éducation à la citoyenneté, du monde contemporain et de l'éducation financière qui s'inscrit en cohérence avec la logique des programmes permet la réalisation des apprentissages qui rendent possible l'atteinte des visées, en tout ou en partie. Le rappel des visées mettra à la table un regard plus incisif sur les éléments communs. Vous êtes invité à mettre cette formation en pause et à consulter les visées du programme d'études du domaine de l'univers social qui ont été regroupées dans le document 4 du document intitulé Extrait choisi. Une analyse croisée des visées des programmes d'études du domaine de l'univers social, conduite dans la continuité de l'analyse des attentes sociales et institutionnelles déjà réalisées, fait ressortir les éléments communs suivants. Les idées et les mots des visées, donc il est question de méthode, de raisonnement, de sens critique, habileté, d'approche par problème, d'ici, d'ailleurs, du présent, du passé. Il ressort des idées et des mots, de ces mots, donc trois éléments communs, soit le développement de modes de pensée, le développement de modes de raisonnement et l'analyse critique de sources et la littératie multimodale. Il est aussi question d'instrumentation intellectuelle, de connaissances disciplinaires. Les éléments correspondants sont essentiellement donc la construction de concepts et l'actualisation de la fonction culturelle de l'étude des sciences humaines à l'école. Et les visées évoquent également la participation sociale, la délibération, les aptitudes et l'ouverture, ce qui correspond à l'éducation, à la citoyenneté essentiellement. Il sera question dans les prochains chapitres de ces 6 éléments communs qui unissent les programmes du domaine de l'univers social et conséquemment renforcent les apprentissages que suggère leur mise en œuvre.
Les éléments de la colonne de droite du tableau 2 présenté au chapitre précédent constituent les principaux éléments communs qui unissent les programmes d'études du domaine de l'univers social. Ils sont mis en relation dans le cadre du développement, de l'exercice ou de l'acquisition des trois objets d'apprentissage et d'évaluation en univers social. Ces trois objets, eux aussi évidemment communs, sont les compétences, les savoir-faire, les connaissances. Il sera question des objets d'apprentissage et d'évaluation au chapitre 6. Pour dire plus simplement, il serait possible d'affirmer que les objets d'apprentissage et d'évaluation, les compétences, les savoir-faire et les connaissances, réfèrent en quelque sorte à des contextes qui favorisent tout autant qu'ils commandent le développement de la pensée géographique et de la pensée historique, le développement du raisonnement, l'analyse critique de sources et le développement de la littératie, la construction de concepts, l'objectivation de la fonction culturelle dans l'étude des sciences humaines à l'école et la préparation des citoyens critiques et autonomes. Comme il a été montré, les éléments communs qui unissent les programmes du domaine découlent directement des attentes sociales et institutionnelles, qui puisent elles-mêmes en bonne partie leurs origines des disciplines et des pratiques sociales de référence, c'est-à-dire des réponses aux questions pourquoi étudier la géographie, l'histoire, l'éducation à la citoyenneté, l'économie et les finances personnelles ainsi que la politique, qu'implique l'étude de ces disciplines et comment les présupposés, les principes, les démarches, les savoirs et les éléments qui ressortent de cette analyse peuvent-ils être transposés à l'école. À la lumière du contenu des programmes d'études, des principales données de recherche disponibles et des expériences collectives dans la mise en œuvre des prescriptions, la prise en compte des éléments communs et de leurs caractéristiques est susceptible de favoriser la réussite des élèves parce qu'elle peut faciliter la gestion des ruptures dans les apprentissages, permettre des passages plus harmonieux entre les années et les programmes d'études et contribue, ce faisant, à l'atteinte du profil de sortie des élèves à l'issue des parcours primaires et secondaires. La pertinence des éléments énoncés sera ci-après montrée à l'aide d'extraits choisis des programmes d'études, extraits qui contribueront à la description de chacun des éléments communs. Le développement de modes de pensée d'abord. Les modes de pensée dont le développement est principalement attendu en univers social sont la pensée historique ou historienne et la pensée géographique. La pensée historique est associée à une posture disciplinaire, à un mode de découverte, d'interprétation du passé, des traces élaborées par les institutions, les acteurs historiques et les groupes sociaux qui composent les sociétés à l'étude. Plus rarement décrite, la pensée géographique est du même ordre. Son développement suggère qu'un accent soit mis sur la découverte et l'interprétation selon un mode de pensée propre à la géographie, essentiellement sollicité dans le cadre de la mise en œuvre d'un processus de résolution de problèmes. Vous êtes invité à mettre l'écoute de cette formation en pause et à consulter le document 5 du document intitulé Extraits choisis, qui regroupe certains extraits des programmes d'études du domaine de l'univers social qui portent sur le développement de modes de pensée. Il ressort de ces extraits un certain nombre de concepts. Au regard de la pensée historique se trouvent les concepts de perspective, de distance critique, mise à distance, de langage, de changement de continuité, de croyance, de valeur, d'attitude, d'interprétation, qui réfère à la dimension éthique, d'habileté, de méthode, de sources documentaires, de pertinence, de causes, facteurs et de conséquences. Il est aussi question de pensée géographique, en parlant de langage, de changement, de croyance, de valeur d'attitude et d'interprétation, la dimension éthique, de raisonnement, d'habileté, de dimension spatiale, de mise en relation, de causes et de conséquences avec les effets. La pertinence de la construction de ces concepts qui apparaissent, comme le montrent les extraits, avec une fréquence certaine dans le texte des programmes, est notamment fondée sur les résultats des travaux conduits dans les didactiques disciplinaires. Les liens entre plusieurs descriptions de la pensée historique et de la pensée géographique dans les écrits didactiques et leur actualisation dans les programmes d'études apparaissent effectivement de manière évidente. Pour s'en convaincre, voici deux exemples de ces descriptions, parmi d'autres, qui corroborent l'information présentée dans le tableau précédent. Les concepts de la pensée historique selon Seixas et Morton sont la pertinence historique, l'utilisation des sources, la continuité et le changement, les causes et les conséquences, la perspective historique, la dimension éthique des interprétations historiques.
Les caractéristiques de la pensée géographique sont, selon le Critical Thinking Consortium, l'importance spatiale qui commande des réponses aux questions qu'est-ce qui se situe où, pourquoi là et pourquoi s'y intéresser, les constances et les tendances, les interrelations, la perspective géographique, soit la compréhension de la géographie d'un endroit en particulier, l'appel aux sources et l'interprétation, le jugement géographique qui se rapporte aux considérations éthiques de la pensée géographique. Il est notamment question de mode de pensée dans les programmes lorsque des allusions sont directes ou indirectes sont faites au contexte d'apprentissage qui sollicite la pensée, évidemment, mais encore la méthode, le raisonnement, le sens critique, les habiletés, l'approche problème, l'ici, l'ailleurs, le présent, le passé, etc. Le développement de modes de raisonnement maintenant. Qu'il soit historique ou géographique, le raisonnement se rapporte à la démarche de recherche. Celle-ci est particularisée aux disciplines qui sont transposées à l'école, dont les disciplines de l'univers social. Il est question dans les programmes d'études du domaine de l'univers social de méthodes d'analyse critique, de méthodes historiques, de raisonnement géographique et de démarches de prise de position. Vous êtes invité à mettre l'écoute de cette formation en pause et à consulter le document 6 du document intitulé Extraits choisis, qui regroupe certains extraits des programmes d'études du domaine de l'univers social qui portent sur le développement de modes de raisonnement. En plus de rappeler l'importance de l'analyse de sources, les extraits que présente le document 6 mettent en évidence un certain nombre d'étapes dans la mise en œuvre du raisonnement. Le questionnement, la recherche, l'analyse, la sélection, la mise en relation. À ces étapes s'ajoute légitimement la communication des résultats de la démarche. Notez qu'il sera plus exactement question de communication dans le prochain chapitre de la formation. Évidemment, les approches problématisées seront particulièrement propices à la mise en œuvre d'une démarche d'analyse critique qui peut par ailleurs être sollicitée sur des contenus généraux ou des contenus particuliers. Ce schéma détaille chacune des étapes de la démarche de recherche en univers social déjà énoncée, que le texte de chacun des programmes réinterprète généralement avec une couleur particulière. On ne le retrouve pas dans l'ensemble des programmes, bien que tous les programmes se réfèrent à l'essentiel de ces étapes. Les étapes de la démarche de recherche se combinent de façon dynamique et itérative. Le raisonnement n'est évidemment pas une suite d'opérations linéaires. Le troisième élément commun est l'analyse critique de sources et la littératie multimodale. Un nombre significatif de savoirs issus des sciences humaines sont construits grâce aux sources, qui se présentent majoritairement sous forme écrite. Et ces savoirs sont communiqués et négociés dans le cadre d'activités d'écriture et de communication orale. Il n'en est pas autrement à l'école, malgré une simplification évidente du processus au cours de la transposition didactique. En univers social, il est attendu que les élèves lisent des documents sources, des produits de la recherche, des articles d'actualité, des manuels, des consignes, etc. Mais aussi, il est attendu qu'ils écrivent des séquences principalement descriptives, des séquences explicatives et justificatives, et qu'ils répondent à des questions. Les cours d'univers social ne peuvent être envisagés sans que ne soit considéré le langage écrit par lequel transige un nombre significatif d'activités d'apprentissage et d'évaluation. La lecture favorise la construction de nouvelles connaissances et l'écriture la favorise tout autant par sa fonction épistémique. Vous êtes invité à mettre l'écoute de cette formation en pause et à consulter le document 7 du document intitulé Extraits choisis, qui regroupe certains extraits des programmes d'études du domaine de l'univers social qui portent sur l'analyse critique de sources, la lecture et l'écriture. Les écrits contemporains sur les compétences communicationnelles des élèves soulignent le caractère fondamental de la littératie dans le développement des compétences et des savoir-faire, notamment en classe d'univers social. Et la littératie ne se limite pas à l'écrit. Il est d'ailleurs fréquemment question aujourd'hui de la littératie multimodale, définie comme la capacité d'une personne à mobiliser adéquatement, en contexte communicationnel synchrone ou asynchrone, les ressources et les compétences sémiotiques modales, le mode linguistique seul par exemple, et multimodal, la combinaison de modes linguistiques qui soient visuels par exemple et sonores, les plus appropriés à la situation et au support de communication traditionnel et ou numérique à l'occasion de la réception et ou de la production de tout type
de message. C'est donc désormais bien de langage dont il est question, de communication selon différents modes, écrits, visuels et sonores essentiellement. Les programmes d'études du domaine de l'univers social présentent à cet égard les sources documentaires comme des objets culturels dont l'appropriation suggère une médiation qui passe par le langage. Il est attendu que l'analyse de documents, un document étant une source dont la pertinence pour l'étude d'une question particulière est avérée, occupe donc une place de choix en classe d'univers social. Les modalités de consultation et d'exploitation des documents écrits, iconographiques, audiovisuels et des artefacts sont variés. Ils peuvent tantôt servir d'amorce, tantôt soutenir l'établissement de faits ou favoriser la comparaison et la confrontation de différentes interprétations ou de prises de position. Aussi, la majorité des documents étant écrits, les compétences à lire et à écrire des élèves sont largement sollicitées en univers social, comme dans tous les domaines à l'école par ailleurs. Mais il faut se garder d'espérer un transfert en tout point satisfaisant d'apprentissage réalisé dans d'autres matières. Les questions ne se posent effectivement pas de la même façon selon la discipline dans laquelle elles sont étudiées et commandent donc des intentions de lecture et d'écriture particulières qui doivent faire l'objet d'apprentissage spécifiques dans des contextes disciplinaires. Lire et écrire en général, mais lire et écrire en géographie, en histoire, en éducation à la citoyenneté, en monde contemporain et en éducation financière en particulier. Les résultats de recherche convergent. Le niveau de développement de la littératie figure parmi les principaux facteurs de réussite à l'école. Sa prise en compte favorise une gestion plus adéquate des ruptures dans l'apprentissage, comme le rappellent notamment certaines études réalisées sur les effets de la pause scolaire estivale, auquel réfère le concept de glissade de l'été, en anglais de summer slide. Le développement des pensées géographiques et historiques et la construction de concepts contribuent évidemment à favoriser le déploiement des compétences communicationnelles des élèves. Parlons maintenant de la construction de concepts. La géographie, l'histoire et l'éducation à la citoyenneté, l'économie et les finances personnelles, ainsi que la politique, soient les principales disciplines de référence des programmes d'études du domaine de l'univers social, participent à la construction d'une somme significative de savoirs de plusieurs ordres. Du nombre, et non les moindres, se trouvent les savoirs conceptuels, les concepts formant une partie du bagage culturel commun aux différentes sociétés. Les concepts permettent l'appréhension de phénomènes. La conceptualisation conduit à la recherche de sens. Les concepts ont une valeur descriptive plutôt que normative, leur construction n'étant jamais totalement achevée. Vous êtes invités à mettre l'écoute de cette formation en pause et à consulter le document 8 du document intitulé « Extraits choisis » qui regroupe certains extraits des programmes d'études du domaine de l'univers social qui portent sur les concepts et la construction de concepts. La conceptualisation, pardon. La conceptualisation participe à l'instrumentation intellectuelle des élèves. Aussi, les concepts transcendent le contenu particulier à chacun des programmes d'études en raison des processus de décontextualisation et de recontextualisation qu'enclenche l'étude des différents territoires, des périodes, des réalités sociales, des problèmes et des enjeux. Pourquoi? Parce que cette étude, ces nouveaux objets d'étude, renouvellent sans cesse le sens et la portée des concepts par attribution, définition et exemplification. Le tableau 5 présente les principaux concepts liés aux disciplines de référence dont le développement est attendu dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'études du domaine de l'univers social. Ce tableau a été dressé à partir d'une analyse sommaire des compétences et de leurs composantes, ainsi que des attentes de fin de cycle lorsque présentes dans les programmes. Il y a donc des concepts qui sont liés évidemment au travail qui est valorisé au primaire, lié à la géographie, à l'histoire, à l'étude du monde contemporain et à la gestion des finances personnelles. Une lecture rapide du tableau suffit à montrer la récurrence de la très grande majorité de ces concepts d'un programme à l'autre. L'exemple de cause est ici utilisé pour illustrer ce fait. La construction de ces concepts constitue d'évidence une autre source de mise en relation des apprentissages du domaine. Aux concepts du tableau 5, qui sont essentiellement liés au développement d'une conscience disciplinaire chez les élèves, s'ajoutent des concepts centraux et particuliers
dont prescrivent la construction, les programmes et qui contribuent aussi à la mise en relation des apprentissages, qu'ils soient réalisés ou non, dans des contextes géographiques, historiques ou financiers analogues. Pour exemple, il ne saurait être nié que les concepts de démocratie, de population, d'industrialisation, de pouvoir d'institution, etc. traversent les époques et les territoires, tout autant que les concepts communs qui sont liés aux aspects de société et qui sont travaillés du début à la fin, du début du primaire à la fin du secondaire, c'est-à-dire les concepts de culture, d'économie, de politique, de société et de territoire. Le cinquième élément commun est l'objectivation de la fonction culturelle de l'étude des sciences humaines. Certaines visées des programmes d'études rappellent que les disciplines de référence du domaine de l'univers social accordent une importance significative au savoir, importance qui ouvre sur la fonction culturelle de leur étude. La culture concerne l'ensemble des phénomènes sociaux et territoriaux propres à une nation, à une société, à un groupe. Ces phénomènes ont trait notamment au mode de vie, aux us et aux coutumes, aux valeurs et aux croyances, aux connaissances, aux réalisations, aux traditions et aux institutions. La culture comporte un ensemble d'aspects qui soient artistiques, linguistiques, territoriales, sociologiques et historiques et bien d'autres. Monod rappelle la valeur culturelle des apprentissages en sciences humaines. Nous sommes tous des fragments vifs de société, impliqués ensemble dans un réseau de relations et de communication où nous construisons notre réalité, trouvant autour de nous des savoirs bien plus lourds que notre expérience personnelle, partageant avec beaucoup de cadres de pensée, des visions, des façons de donner et de trouver du sens, des règles, des souvenirs, partageant notamment un langage, cette chose étonnante qui sert à communiquer, mais qui peut aussi servir à penser. Il y a certes la culture générale, mais encore les cultures disciplinaires, dont le développement est entre autres possible grâce à l'acquisition de connaissances et de repères culturels dans le cadre de l'étude de la géographie, de l'histoire, de l'éducation à la citoyenneté, du monde contemporain et de l'éducation financière. En classe d'univers social, les élèves sont appelés à intégrer un ensemble de connaissances collectives qui sont présentées dans les programmes d'études et précisées dans ces mêmes programmes ou encore dans leurs compléments. Rappelons que les programmes géographie, histoire, éducation à la citoyenneté, géographie, histoire, éducation à la citoyenneté et monde contemporain sont complétés par des progressions ou des précisions des apprentissages, alors que les précisions des apprentissages et des connaissances sont intégrées dans les programmes Histoire du Québec et du Canada et Éducation financière. Les programmes d'études, tous domaines confondus, présentent des repères culturels dont l'acquisition est attendue. Dans les programmes d'études du domaine de l'univers social, les repères culturels sont omniprésents, dans les connaissances, dans les concepts, dans les documents, dans les pratiques de lecture et d'écriture, etc. Les programmes du domaine sont liés par une responsabilité associée à leur mise en œuvre, soit celle d'en permettre la découverte. Vous êtes invités à mettre l'écoute de cette formation en pause et à consulter le document 9 du document intitulé « Extraits choisis » qui regroupe certains extraits des programmes d'études du domaine de l'univers social qui portent sur la fonction culturelle de l'étude des sciences humaines à l'école. Parlons finalement du sixième et dernier élément commun au programme d'études du domaine de l'univers social ciblé dans le cadre de la présente analyse, l'éducation à la citoyenneté. L'attente relative à la préparation des élèves à leur rôle de citoyens n'est pas de l'apanage du programme de formation de l'École québécoise et des programmes d'études actuels. Elle est notamment formulée en toutes lettres dans le rapport de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement de la province de Québec, le rapport par an, de même que, de manière variable mais constante, dans les programmes d'études québécois successifs. Il est écrit dans le chapitre 2 du programme de formation de l'École québécoise du premier cycle du secondaire. L'école permet aussi de faire l'expérience des valeurs et des principes démocratiques sur lesquels sont fondés l'égalité des droits dans notre société. La préparation à l'exercice de la citoyenneté ne saurait toutefois se restreindre à la fonction socialisante de l'école, puisqu'elle repose tout autant sur l'acquisition de savoir et d'attitudes que sur la promotion d'un ensemble de valeurs partagées et sur le développement d'un sentiment d'appartenance. Et encore,
Par les apprentissages disciplinaires qu'elle privilégie, l'école rend possible l'appropriation d'un certain nombre de savoirs relatifs aux principes et aux valeurs caractéristiques d'une société démocratique, à ses lois, à ses institutions sociales et politiques, au rôle, aux droits et aux devoirs du citoyen, à la place du débat dans le processus démocratique, etc. Il est donc attendu que l'école contribue à la préparation de citoyens critiques et autonomes. Et il est entendu que la contribution de l'étude de la géographie, de l'histoire, du monde contemporain et de l'éducation financière réside notamment dans le fait de mettre à la disposition des élèves des outils disciplinaires qui favorisent l'exercice de la citoyenneté. L'importance du développement des modes de pensée et de raisonnement est de nouveau affirmée, ce développement allant de pair avec celui de la pensée critique, qui caractérise le type de citoyenneté particulièrement valorisé au Québec. La pensée critique n'est pas un état, mais une aptitude, une capacité acquise au gré des expériences de formation qui sont sciemment organisées à cet effet et des régulations donc, que permettent ces activités de formation. Une personne dont la pensée critique est développée est apte à douter d'elle-même. Elle n'hésite pas à se remettre raisonnablement en question et à remettre en question ses idées, sa compréhension des choses. Elle est aussi apte à s'ouvrir aux objectifs des autres, objectifs qu'elle prend au sérieux. Et elle est apte à se rendre aux meilleurs arguments. L'exploration des résultats de recherche et des écrits descriptifs sur la pensée critique et son développement permet la découverte de liens récurremment établis entre la pensée critique et, d'abord, le recours à des critères pour juger qui assurent autant que peut se faire la validité du résultat de l'exercice de la pensée. Ensuite, le souci de prendre en compte le contexte qui peut être source de nuances. Et les approches dialectiques, la délibération, soit l'examen rigoureux des différents aspects d'une question, ainsi que l'autocorrection. L'autocorrection apparaît d'ailleurs comme le mode le plus achevé de pensée critique. Aussi, et de manière évidente à l'école, et d'autant en classe d'univers social, il existe des liens entre la pensée critique et l'analyse critique de sources, donc également des justifications, des arguments, des raisons, des présupposés, etc. Et finalement, la pensée critique ne peut faire fi du sens donné à certains savoirs dans les disciplines qui contribuent à les enrichir. Mathieu Gagnon, professeur à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, synthétise ainsi ce qui précède. La pensée critique est une pratique évaluative et justificative fondée sur une démarche réflexive, autocritique, voire autocorrectrice, impliquant le recours à différentes ressources, dans le but de déterminer ce qu'il y a raisonnablement lieu de croire ou de faire, en considérant attentivement les critères de choix et les diversités contextuelles. Vous êtes invité à mettre l'écoute de cette formation en pause et à consulter le document 10 du document intitulé Extraits choisis, qui regroupe certains extraits des programmes d'études du domaine de l'univers social qui portent sur l'éducation à la citoyenneté. Il a été question dans les premières parties de cette formation du profil de sortie des élèves que définissent un ensemble d'attentes sociales et institutionnelles dont les visées des programmes d'études reprennent l'essentiel de manière synthétique. Puis ont été décrits 6 éléments communs au programme d'études du domaine de l'univers social, éléments qui sont susceptibles de favoriser la poursuite des apprentissages et la gestion des ruptures notamment. Il est maintenant temps de s'intéresser aux objets d'apprentissage et d'évaluation autour desquels sont mis en relation les éléments communs. Il sera question dans ce chapitre des 3 éléments suivants, les compétences disciplinaires, les savoir-faire et les connaissances. Le développement et l'exercice ou l'acquisition de ces objets, qui lient eux aussi les programmes du domaine, évoquent en quelque sorte l'intérêt de placer les élèves dans des contextes d'apprentissage et d'évaluation qui favorisent tout autant qu'ils commandent le développement de modes de pensée, de la pensée géographique et de la pensée historique, le développement de raisonnement, l'analyse critique de sources et le développement de la littératie, la construction de concepts, l'objectivation de la fonction culturelle dans l'étude des sciences humaines à l'école et la préparation des citoyens critiques et autonomes. Dans un premier temps, les compétences disciplinaires. À l'École québécoise, l'axe organisateur de l'ensemble des programmes d'études est la compétence. Les programmes d'études du domaine de l'univers social n'y font pas exception.
La compétence est définie comme un savoir-agir fondé sur l'utilisation et la mobilisation d'un ensemble de ressources. Le savoir-agir correspond à une capacité et à l'action. En univers social, le savoir-agir pourrait être entendu comme au sens de penser ou de raisonner à la manière de. Pensée et raisonnement mis en œuvre au moment de lire un territoire, de s'interroger, de caractériser, d'interpréter, etc. La mobilisation et l'utilisation suggèrent un recours aux ressources en contexte. Et ce recours sous-entend l'exercice de savoir-faire qui correspondent essentiellement aux composantes des compétences des programmes d'études d'univers social. Nous y reviendrons. Les ressources sont variées. Il peut s'agir de processus, de stratégies, de techniques, de concepts, de connaissances, etc. Pour planifier le développement d'une compétence, il faut s'intéresser à la finalité de son exercice. Les tâches de compétences les plus courantes en univers social sont la réalisation d'un schéma, d'un tableau, d'une carte, d'un texte, d'une ligne du temps descriptive, d'une périodisation, d'une discussion, d'un débat, etc. L'enseignant inférera le niveau de développement des compétences des élèves à partir du résultat de leur exercice au cours et à l'issue de la réalisation de tâches de cette nature. En toute cohérence avec les étapes du raisonnement présentées au chapitre 5, le résultat de l'exercice des compétences devra être communiqué. Et la nature de cette communication confère précisément une intention particulière au développement et à l'exercice des compétences disciplinaires. Les élèves acquièrent, développent, mobilisent et utilisent un ensemble de ressources essentiellement afin de décrire des sociétés, des territoires et des périodes, d'expliquer des réalités sociales, des problèmes et des enjeux, et de justifier les fruits de leurs interprétations. Le tableau 8 est porteur de certains indices de progression dans le développement des compétences et dans la manière dont il est attendu que les élèves rendent compte de leurs apprentissages. Le tableau 5 ici présenté en rappel pourrait être repris quasi intégralement pour montrer d'autres liens entre les compétences puisque, rappelons-le, les concepts de ce tableau ont été mis en lumière à partir d'une analyse sommaire du sens des compétences et de leurs composantes ainsi que des attentes de fin de cycle disponibles. Il montre en quelque sorte le registre d'instruments intellectuels disciplinaires qu'il est attendu que les élèves développent dans le cadre de l'exercice des compétences en univers social. Mentionnons finalement que, d'évidence, le développement et l'exercice des compétences disciplinaires favorisent et commandent le développement de la pensée géographique et de la pensée historique, le développement du raisonnement, l'analyse critique de sources et le développement de la littératie, la construction de concepts, l'objectivation de la fonction culturelle dans l'étude des sciences humaines à l'école et la préparation de citoyens critiques et autonomes. Deuxième objet, les savoir-faire. Le terme savoir-faire est utilisé seulement dans les programmes d'études Histoire du Québec et du Canada et Éducation financière. Mais les savoir-faire sont partout, dans tous les programmes. Et le recours à ce terme apparaît éclairant pour bien comprendre la nature même des compétences. À l'école, les élèves ne sont pas systématiquement plongés dans des tâches complexes. Il est utile de permettre l'apprentissage et la régulation d'objets d'autres ordres qui mobilisent un nombre moindre de ressources. La réalisation de tâches complexes suggère la structuration d'un ensemble de savoir-faire qu'il est possible de développer de manière isolée dans des activités davantage décontextualisées. Les savoir-faire dont le développement est valorisé en univers social découlent essentiellement des composantes des compétences des programmes d'études. Ils impliquent d'apprendre à, donc de faire, et non seulement de savoir. Le schéma de la compétence 2, développé au deuxième cycle et au troisième cycle du primaire, présenté ci-contre, relève la nature des savoir-faire. Les savoir-faire ne sont pas particuliers à une compétence, plusieurs savoir-faire étant sollicités dans la mise en œuvre de plus d'une compétence. Une fois combinés avec l'acquisition de diverses ressources, le développement des savoir-faire favorise l'exercice des compétences et petit à petit, la gestion par les élèves de la charge cognitive qui augmente avec la complexité de la tâche. Il s'est développé à la suite de l'apparition des cadres d'évaluation des apprentissages un ensemble de tâches qui suggèrent précisément le développement de savoir-faire. Les prescriptions en évaluation stipulent qu'il est possible d'inférer le niveau de développement d'un savoir-faire par l'élève, notamment grâce à la réalisation d'opérations intellectuelles.
Les liens sont nombreux entre les composantes des compétences et les opérations intellectuelles qui sont un des moyens retenus en évaluation pour permettre de réguler des savoir-faire. Il est à noter que la liste des opérations intellectuelles réfère à une base fondamentale, mais non exclusive, des savoir-faire dont permet le développement, la mise en œuvre des compétences des programmes d'études du domaine de l'univers social. Précisons que le choix de ne pas prescrire l'évaluation du niveau de développement de savoir-faire particulier en éducation financière repose sur des choix socio-institutionnels et non sur l'absence de savoir-faire dans cette matière. Préciser des besoins, déterminer des risques, reconnaître des droits, comparer ses droits à ceux d'autres, etc. sont effectivement autant de savoir-faire qui font par ailleurs écho, dans une logique de progression spiralaire, à ceux développés plus tôt dans le parcours de l'élève en univers social. Et encore une fois, il ne saurait être nié que le développement de savoir-faire favorise ou commande le développement de la pensée géographique, de la pensée historique, le développement du raisonnement, l'analyse critique de sources et le développement de la littératie, la construction de concepts, l'objectivation de la fonction culturelle dans l'étude des sciences humaines à l'école et la préparation de citoyens critiques et autonomes. Les connaissances disciplinaires. Connaissances et compétences se renforcent mutuellement. Les connaissances sont au cœur du développement des compétences et des savoir-faire propres au domaine. D'un côté, les connaissances se consolident à travers leur utilisation, de l'autre, l'exercice des compétences et des savoir-faire entraîne l'acquisition de connaissances. L'acquisition de connaissances appelle des tâches qui vont au-delà de l'exercice ciblé et répétitif. Elle n'est véritablement assurée que lorsqu'elles sont utilisées de façon appropriée, dans des contextes qui favorisent leur mise en relation et la prise en compte de leur complexité. Les apprentissages relatifs aux 6 éléments communs qui constituent le cœur de cette formation profiteront de l'acquisition d'un ensemble de connaissances tout autant qu'ils y contribueront. Des particularités, certes, mais encore et surtout un ensemble de convergences qui se situent entre autres à leur fondement, lient les programmes d'études du domaine de l'univers social. Le contenu de cette formation met en lumière les principaux éléments communs des programmes d'études du domaine dans le but d'outiller les acteurs au cœur de leur mise en œuvre, les enseignants, dans l'analyse de la contribution de chacun des programmes au regard du projet d'ensemble. Les clés de lecture offertes sont susceptibles de favoriser l'établissement des acquis et des besoins des élèves et de déterminer sur quels apprentissages miser en priorité pour favoriser la réussite des élèves en classe d'univers social et ainsi contribuer à l'atteinte du profil de sortie que définissent les programmes d'études. La planification en univers social, en toute cohérence avec l'analyse comparative des programmes du domaine, s'organise autour du développement et de l'exercice des compétences et des savoir-faire et de l'acquisition de connaissances. Le travail sur ces objets d'enseignement et d'apprentissage vise ultimement à permettre la rencontre des attentes sociales et institutionnelles qui commandent la réalisation d'apprentissages dont la portée dépasse largement le cadre d'une année scolaire ou d'un cycle. Ces apprentissages se rapportent au développement de modes de pensée, au développement de modes de raisonnement, à l'analyse critique de sources et au développement de la littératie, à la construction de concepts, à l'objectivation de la fonction culturelle dans l'étude des sciences humaines à l'école et à la préparation de citoyens critiques et autonomes.